Sid Ahmed Rezala, il avait 20 ans et paraît-il un sourire ravageur. Et pourtant, on pense qu'il a tué 3 femmes en l'espace de quelques semaines. C'était à la fin de l'année 99. 2 sont mortes dans des trains, ce qui a valu à Rezala le surnom de tueur des trains. Sa traque dans tout le pays a duré des mois. Une fois, à Marseille, les policiers avaient tous les éléments en main pour l'arrêter. Mais ils sont passés à côté, grosse bavure. Du coup, la justice française n'a jamais pu arrêter Rezala. Il n'a jamais été jugé. Il s'est suicidé quelques jours après avoir livré son secret. Xavier Caillot. Sa vie s'est brisée une nuit de décembre 99, le 13 décembre. Il emmène sa femme, Corinne, et leur fils de 4 ans à la gare de Douai. Corinne doit prendre le train de nuit. Sa mère est malade. Elle va la rejoindre dans le sud de la France. Arrivé à la gare, Xavier est angoissé. Il a comme un mauvais pressentiment. Quand on est arrivé, je sais plus, il était 21h, un truc comme ça, 21h15. Les guichets étaient déjà fermés, personne pour accueillir ou personne pour diriger un peu, ou je sais pas. J'ai trouvé ça déjà bizarre. C'était triste, c'était lugubre, c'était noir, il pluvinait un peu, donc c'était pas gai, quoi. Il fait nuit. Les quais sont déserts. Le Calais-Vintimille entre en gare. Xavier Caillot veut aider sa femme à s'installer dans le compartiment, mais les contrôleurs lui interdisent de monter dans le train couchette. Les adieux sont brefs. Xavier reste sur le quai. Elle est montée toute seule avec le petit, j'ai avancé les 2 valises et après elle s'est débrouillée en la poussant une avec le pied puis une autre avec la main, quoi. Dernier regard, Xavier Caillot à la gorge nouée. Je la vois encore, pas de la fenêtre mais du fond du couloir, je la vois encore avec mon fils dans les bras. Quand le contrôleur a sifflé, les portes se sont fermées puis c'est tout, quoi. Donc ça s'arrête là. Le train s'enfonce dans la nuit. Xavier Caillot quitte la gare. Le cœur gros. Sur le retour en voiture, je sais pas si j'aurais pu. J'ai eu, je sais pas combien un pressentiment, j'aurais bien fait demi-tour, mais pour la rattraper où, puis peut-être pour faire une connerie, je sais pas. On sait pas si on fait bien ou si on pense bien ou si on pense mal, quoi. Pourquoi, je sais pas. Déjà, j'avais un pressentiment que ça allait mal se passer. Dans le train, Corinne et son fils s'endorment tranquillement dans un compartiment couchette de la voiture 46. En pleine nuit, un peu après 2h du matin, Corinne Caillot se lève. Elle se dirige vers les toilettes du train. À 2h54, le contrôleur tire le signal d'alarme. Il vient de découvrir le corps ensanglanté d'une femme dans les toilettes. Le train s'arrête, en pleine voie, à quelques kilomètres de Dijon. Le commissaire Panazio, patron de la sûreté publique locale, est prévenu. 10 minutes plus tard, il monte dans la voiture 46 du Calais-Vintimille. Il n'oubliera jamais cet instant. On découvre une porte à demi entrebâillée dans le compartiment, enfin dans les toilettes. Un corps allongé à l'intérieur de ces toilettes qui bloque l'accès. Il y a du sang, beaucoup de sang, sur le corps, sur les murs. La jeune femme a manifestement été tuée à coups de couteau. Elle a la jugulaire tranchée, de nombreuses plaies sur le visage et sur le buste. Mais pourquoi un tel déchaînement de violence? On n'exclut rien. On pense au mobile classique, au mobile évident, le vol. On pense aux agressions sexuelles. Mais on ne sait pas. Le vol est assez rapidement exclu, étant donné qu'on n'a pas de traces de fouilles. La jeune femme, en effet, porte toujours son sac à la taille. À l'intérieur, les policiers trouvent un peu d'argent et ses papiers d'identité. Elle s'appelle Corinne Caillot. A priori, elle n'a pas été violée. Elle est toujours habillée. Il n'y a pas de témoin. Son petit garçon dort tranquillement dans le compartiment. Mais très vite, les policiers se mettent sur les traces du tueur de wagon en wagon. Il y a des traces de sang sur une porte, notamment, sur des accoudoirs. Il y a ce cheminement qui est matérialisé par des traces, et notamment par la découverte d'une casquette ensanglantée,
qui visiblement a été abandonné lors de la fuite de l'auteur. La casquette pleine de sang est découverte près des places assises de la voiture 40. Le sang sur la casquette est a priori celui de Corinne Caillot. Il faut vite retrouver celui qui l'a porté. Il est peut-être encore dans le train. Les gens qui se trouvaient dans ce wagon nous signalent la présence d'un jeune individu qui était très très agité lors du voyage, qui était visiblement pas dans son état normal, on va dire ça comme ça, qui faisait des allers-retours, des allées-venues, qui fumait, vraisemblablement du hashish. Et coup de chance, les contrôleurs ont justement verbalisé ce jeune homme. Il voyageait sans billet. Et pour éviter d'être débarqué du train, il a présenté aux contrôleurs sa carte d'identité. Sur le PV, les policiers découvrent son nom, Sid Rezala. Tout de suite, c'est un suspect. C'est un suspect, un témoin très important, mais un À ce moment-là, le suspect n'est plus dans le train. Les contrôleurs racontent qu'ils l'ont vu descendre il y a une demi-heure environ en gare de Dijon à l'occasion d'une escale technique. Immédiatement, le commissaire Panazio envoie des hommes sur place pour tenter de le retrouver. C'est le début d'une très longue chasse à l'homme. Quand on chasse quelqu'un, on chasse un physique. On chasse un type qui, dans le cas il ne portait plus la casquette parce qu'il ne l'avait plus, mais un jeune maghrébin, 19-20 ans, élancé, ce qui nous est donné comme élément, on chasse une cible. À la gare, Rezala est introuvable. Dans l'intervalle, plusieurs trains se sont arrêtés à Dijon. Il a très bien pu embarquer à bord de l'un d'eux et repartir vers le nord ou vers le sud. Les contrôles dans le centre-ville ne donnent rien non plus. Il est sûrement déjà loin de Dijon. De retour au commissariat, Pierre-Marc Panazio décide d'envoyer un téléx dans toute la France. Moins de 3 heures après la découverte du corps de Corinne Caillot, tous les policiers et les gendarmes de France reçoivent ce message sur leur téléscripteur. Ce téléx, c'est un message de recherche très classique, témoin important dans le cadre homicide volontaire, intervenu tel jour, tel endroit, recherché, interpellé, placé en garde à vue, nommé Sid Rezala et avisé le service demandeur, donc mon service. Maintenant, les policiers ont une autre tâche à accomplir. Sinistre tâche, prévenir la famille. C'est mon père qui est venu me chercher à mon travail. C'est mon père qui est venu me chercher avec le parrain de mon épouse. Et puis bon, ils m'ont appris la nouvelle, mais d'une façon plus... ils n'ont pas été violents, on va dire. Et c'est plus tard que, en réfléchissant mieux, j'ai arrivé à capter ce qu'ils voulaient me dire. C'est à la gendarmerie que j'ai compris enfin que c'était terminé pour mon épouse. Donc voilà. Xavier Caillot part pour Dijon. Il doit reconnaître le corps de sa femme et récupérer son fils. Sur place, les policiers l'informent de l'avancée de l'enquête. Ils sont optimistes. Ils pensent arrêter le tueur très vite. C'est important de savoir qu'ils vont l'attraper ici. C'est très important même. Ça fait du bien quand même de savoir que bon, ils sont sur le point de l'attraper. Bon, maintenant, encore on ne sait pas. Et de fait, l'enquête progresse très vite. L'envoi du téléx a immédiatement porté ses fruits. Les policiers de Dijon apprennent qu'à 350 km de là, dans la région de Châteauroux, des gendarmes recherchent aussi un certain Rezala, accusé d'un meurtre dans un train. Colonel Aymar, vous, à l'époque, vous êtes le patron de la section de recherche de Bourges, dans le Berry, et vous enquêtez sur une affaire de meurtre dans un train commis dans la région de Châteauroux. Comment est-ce que vous êtes amené à faire le lien entre votre propre enquête et ce qui vient de se passer dans le Calais-Vintimille ? Bon, c'est un coup de téléphone du commissaire de police de Dijon qui nous dit, voilà, nous avons eu un meurtre dans le train et nous soupçonnons Sid Rezala. Et nous, de notre côté, nous enquêtions sur un meurtre dans un train depuis le 13 octobre. Et donc, le lien, il est là. Pour nous, ça ressemblait étrangement, les choses étaient semblables, quoi. Les faits il y avait beaucoup de similitudes. C'était le meurtre d'une femme. Et ce nom-là, on l'avait, nous, dans nos suspects. Donc, on était sur la bonne voie.
Vous aviez dans votre propre enquête un seul suspect, Rezala ou d'autres? Non, si vous voulez, au départ, on prend large, c'est-à-dire qu'il y avait à peu près une trentaine de suspects, de personnes susceptibles d'avoir commis ce genre de choses. Et donc, après enquête de voisinage, après enquête d'environnement, etc., on était arrivé à ce moment-là à plus de 4 personnes, dont Sid Ahmed Rezala. Donc immédiatement? Immédiatement, le lien est fait, quoi. Et vous vous dites, et l'un et l'autre, et le commissaire et vous? C'est bon. C'est lui? C'est lui. C'est probable. Ouais. Le meurtre du Limoges-Paris remonte au 13 octobre, 2 mois avant le crime du Calais-Vintimille. On retrouve le cadavre désarticulé d'une jeune fille le long d'une voie ferrée près de la gare de Chabenay, à 25 km au sud de Châteauroux. Alors c'est ici, au pied du poteau qui soutient le caténaire. Donc c'était le 13 octobre 1999. Il était 18h20 à l'heure à laquelle je suis arrivé ici. Elle était allongée là, à l'équerre, les pieds au pied du caténaire, la tête vers le grillage, les jambes découvertes. Elle était nue, si vous voulez, le corps était nu des pieds jusqu'à la hauteur de la poitrine. Visiblement, les jambes étaient fracturées. Il y avait des plaies ouvertes le long des jambes. La tête était éclatée. Et voilà un petit peu la position dans laquelle nous avons trouvé lorsque nous sommes arrivés sur place. Vu l'état du corps, le choc a été terrible. Mais que s'est-il passé? Accident? Suicide? Ou meurtre? On pouvait penser qu'elle était tombée du train, mais on aurait pu penser aussi qu'elle avait voulu enjamber la clôture et se jeter contre le train. C'était pas trop facile à déterminer, quoi, tout de suite, en arrivant sur les lieux. La jeune femme porte au poignet une montre arrêtée à 4h10. Sans doute l'heure de sa mort. Or justement, à 4h10 du matin, le train Limoges-Paris passe par la gare de Chabenay. Mais qui est donc cette jeune fille? Cette personne-là n'avait aucune identité, aucune pièce d'identité sur elle, sur ses vêtements. Aucun sac à proximité, il n'y avait rien qui nous faisait dire que c'était mademoiselle un tel ou un tel. 5 jours plus tard, Interpol alerte les autorités françaises. Une jeune Anglaise de 20 ans, Isabelle Pic, a disparu dans la nuit du 12 au 13 octobre après avoir pris le train en gare de Limoges. Un train à Limoges. Ça serait donc elle, la jeune inconnue retrouvée le long de la voie ferrée. Tout colle. Elle serait tombée du Limoges-Paris. Sa mort brutale fait la une de la presse anglaise. À Birmingham, où Isabelle avait commencé ses études de droit, la nouvelle de sa mort a bouleversé son entourage à l'université. Elle venait de commencer une année excitante à l'étranger, 20 ans. Elle était brillante et promise à une grande carrière de droit. C'est une véritable tragédie. Elle était formidable, très sociable. C'est vraiment dommage. Tout le monde prend ça très mal. Isabelle Pic s'était installée à Limoges pour suivre les cours à la fac de droit. Elle n'était pas dépressive. Le soir du 12 octobre, elle a décidé de rentrer à Birmingham avec, semble-t-il, une bonne raison. Elle n'avait pas du tout l'intention de se suicider. Elle avait l'intention de retourner en Angleterre, retrouver son petit ami, qui lui manquait apparemment, d'après les témoignages de ses copines. Donc ce n'est pas ni un suicide ni un accident. Et puis sa veste, ses bagages et son sac à main sont découverts le long des voies ferrées, sur plus de 15 km après la gare de Chabenay. Quelqu'un les a donc jetés du train après la chute de la jeune étudiante. Quelqu'un, sans doute l'assassin. Une instruction pour homicide volontaire est ouverte. Le train est retrouvé et placé sous scellé. Mais plus de 10 jours après les faits, les gendarmes n'y découvrent aucun indice. Alors ils se mettent à la recherche des passagers. Des affiches ont été déposées sur toute la ligne entre... Donc le train partait de Brive, il arrivait sur Paris. Sur toute cette ligne-là, il y a eu des affiches, des appels à témoins. Sous la pression des médias anglais, la gendarmerie met les moyens. Un numéro vert et un site internet sont dédiés à l'enquête. Une cellule Isabelle Pic avec une quinzaine d'enquêteurs est créée. Section recherche de Bourges, bonjour. Sa tâche, recueillir et recouper les témoignages des voyageurs présents sur la ligne cette nuit-là. Ainsi, petit à petit, les gendarmes parviennent à reconstituer les dernières heures de la vie d'Isabelle Pic. Un témoin dit l'avoir vue sur le quai, en gare de Limoges. Elle était en grande conversation avec un jeune d'origine maghrébine qui portait une casquette. Dans le train, les témoignages des voyageurs permettent d'établir un portrait robot.
Le voici. Ce jeune homme aperçu avec la victime juste avant sa mort est sûrement son meurtrier. Il faut le retrouver. Vous prenez la décision de faire placarder sur toute la ligne des petites affichettes. Tout à fait, oui. À la recherche de témoins. C'est ça. De quelqu'un qui aurait pu voir quelque chose. Si vous voulez, voilà, les témoins, ils ont été recherchés de plusieurs manières. Hein. Donc il y avait ces affichettes, il y avait un site internet, et puis il y avait l'étude de la billetterie SNCF, hein, etc. Et puis également une recherche active des témoins. On a fait des contrôles dans le train Limoges-Paris pendant 3-4 semaines. On prenait le train et on contrôlait tous les passagers pour voir s'il n'y en avait pas un qui avait vu Isabelle Pic et puis un individu. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'ils vous apprennent, tous ces témoins? Eh ben, petit à petit, on apprend que... Alors, bon, d'abord, on découvre que Isabelle Pic est arrivée à la gare de Limoges vers 1h du matin, et puis qu'elle a discuté avec un monsieur qui était là, un monsieur qui est là toutes les nuits dans la gare de Limoges. Et puis, donc, ils ont discuté un petit peu, et puis cette jeune fille, après, il s'est approché de cette jeune fille, un jeune à casquette, qui disait, ben, moi, je suis de Marseille, et puis, je voyage sans billet, voyez. Et puis ensuite, on voit des témoins qui nous disent, ben, oui, ils sont descendus sur le quai, ils sont montés dans telle voiture du train, et puis quand le train démarre, il y a des témoins qui nous disent, on a bien vu ces deux jeunes passer sur le wagon devant, qui était un wagon différent, qui n'était pas un wagon corail. Hein. Qui était un wagon à compartiment. Oui, enfin, il y avait une complexité, il y avait des compartiments et des salons. Hein. Voilà. Donc ils vous disent quoi? Qu'ils se sont isolés dans un compartiment? Ils se sont isolés, voilà. Tous les deux? Tous les deux. Parlons maintenant de l'autopsie. Que vous apprend l'autopsie du corps d'Isabelle Pic? Vous savez, l'autopsie, c'est un corps qui a quand même été défenestré du train à environ 140 km/h, qui a heurté un caténaire électrique. L'autopsie, elle ne nous apprend pas grand-chose, hein, si vous voulez. Il y a des multiples fractures, il y a tout un tas de choses. Le crâne est éclaté. Enfin, si vous voulez, il n'y a pas utilisation d'une arme à feu pour la tuer. Il n'y a pas de choses comme ça. Si vous voulez, elle est morte, si vous voulez, de la chute. Ça, c'est la chose qu'on peut dire. A-t-elle eu des relations sexuelles avant la chute ou a-t-elle été violée? Ça, on ne le sait pas. On ne le sait pas. L'autopsie ne le dit pas. On ne le sait pas. Reste à découvrir comment Isabelle Pic a pu être jetée hors du train. Et là, la justice française va se lancer dans une reconstitution inédite. Elle réquisitionne un train et recrute une équipe de cascadeurs venus du cinéma. Et devant les caméras de la presse française et britannique, elle fait jouer tous les scénarios possibles du meurtre. Un mannequin installé voiture 15 à la place qu'occupait Isabelle Pic peu avant sa mort. La reconstitution du meurtre de la jeune Britannique, éjectée du train Limoges-Paris le 13 octobre, peut commencer. Une opération exceptionnelle qui mobilise une dizaine de cascadeurs dirigés par Rémi Julienne et des experts scientifiques. À 4 reprises, le train passe à plus de 125 km/h par la gare de Chabenay. 4 fois de suite, un mannequin est jeté, soit par la fenêtre, soit par la porte du vieux wagon où se trouvait Isabelle Pic. Les images témoignent de l'extrême violence du choc. Cette reconstitution très médiatique permet de mieux comprendre les circonstances du crime. Il y avait un certain nombre d'hypothèses que nous avions, que nous n'avions pas évidemment donné à Rémi Julienne. Nous lui avons simplement donné des éléments techniques, c'est-à-dire un plan, là où avait été trouvé le corps, des relevés métriques qui avaient été faits par la gendarmerie, et puis nous lui avons demandé de travailler, sans lui donner aucune directive. On a fait 3 premières tentatives qui nous ont permis de déterminer à peu près le mode d'éjection du train. La 4e tentative a été relativement convaincante. Cette fois, le mannequin est basculé par la fenêtre du compartiment. Il vient s'écraser exactement là où le cadavre de la jeune Anglaise a été découvert, au pied du caténaire. Alors à un moment donné, vous décidez de pratiquer une reconstitution sur un train avec des cascadeurs, avec un mannequin qui représente le corps d'Isabelle Pic. Est-ce que c'est pas un peu du cirque que vous faites pour les médias anglais, pour leur prouver que vous, les gars de Châteauroux, vous faites ce qu'il faut?
Il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas... Au contraire, c'est même très important dans l'enquête. On a besoin de cascadeurs. Alors oui, parce que d'abord, vous savez, il fallait savoir, l'intérêt de cette reconstitution, c'est de savoir comment elle a été défenestrée. Hein. Est-ce que c'est par une portière? Est-ce que c'est par la fenêtre? Et dans quelle position, etc. Elle a été défenestrée. Donc, un train qui roule à 140 km/h, on n'ouvre pas une portière comme ça, parce qu'il y a des risques énormes. Hein, Donc, le recours au cascadeur Rémy Julienne était, moi je crois, une très bonne chose, et son professionnaliste a montré qu'on n'avait pas tort. Enfin, les juges d'instruction n'avaient pas tort. Donc, on a bien examiné avec les légistes les photos, etc. Et on s'est aperçu que sur le ventre, enfin on s'est aperçu, il y a un légiste qui nous a dit, elle a une trace sur le ventre ici, vous voyez, qui est une trace brune, ce qui est une espèce de bleu, mais longitudinal. Donc, on s'est dit, effectivement, il a peut-être chevauché sur la fenêtre. Vous voyez, la fenêtre est comme ceci, oui. Et il chevauche le corps comme ceci, si vous voulez, tête en avant. Et il bascule il bascule comme ceci. Donc, c'est l'essai qui a été fait. Donc, et il a basculé donc le cascadeur a basculé le mannequin par les pieds. Et il est retombé, le mannequin, qui avait les mêmes caractéristiques morphologiques qu'Isabelle Pic, et également l'habillement, hein, tout était, le poids, etc. Et est retombé exactement à l'endroit où le corps a été découvert d'Isabelle Pic. C'est-à-dire que, si vous voulez, ça montrait que c'était la bonne, cette défenestration, elle était la bonne. Mais au fond, qu'est-ce que ça fait de savoir qu'elle a été basculée comme ça ou comme ça C'est très important. Ça change quoi? Ça permet d'avoir une exactitude des faits ou une précision dans les faits. Et il se posait aussi la question de savoir, est-ce qu'elle avait été basculée vivante ou morte? Ça, c'est intéressant aussi de savoir. Alors, à mon avis, elle a été basculée vivante. Parce qu'on a un témoignage de quelqu'un qui habite le long de la voie, un peu avant Chabonnet, et cette personne nous a dit, quand le train est passé, cette nuit-là, j'ai entendu un hurlement. Désormais donc, les gendarmes de Bourges d'un côté et les policiers de Dijon de l'autre cherchent le même homme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus qu'un seul dossier, hein, qu'il n'y a plus qu'une seule enquête. Il y a toujours 2 juges d'instruction qui travaillent séparément, mais tous cherchent le même homme. Il a un nom, Sid Ahmed Rezzala, il a un âge, il a 20 ans, et très vite ils ont une photo et un casier judiciaire, car le garçon est connu, il a même fait de la prison. C'est quelqu'un qui a déjà été extrêmement violent. Il y a des histoires de viol en prison, auparavant en étant mineur, des condamnations, quelqu'un qui a déjà utilisé des armes blanches. Un profil se décline. Un profil de quelqu'un qui bouge beaucoup. Un profil de quelqu'un qui potentiellement est très très dangereux. Où est-il aujourd'hui? À sa sortie de prison en juin 99, Rezzala a donné une adresse à Amiens, où semble-t-il il vivait avec sa compagne et sa fille. Mais depuis, il a la bougeotte. Les policiers découvrent qu'il sillonne la France, à bord de train. En 6 mois, il a récolté plus de 40 PV pour avoir voyagé sans billet. Et récemment, il a donné au contrôleur une adresse à Marseille, rue de la Belle de Mai. Ça serait le domicile de ses parents. Le commissaire Panazzo demande aux policiers marseillais d'aller vérifier sur place. Donc domicile des parents, ça veut dire que la règle d'or, c'est on surveille, on ne casse pas, on ne grille pas un endroit qui est susceptible d'être un nid, un refuge tout simplement. Donc moi j'ai demandé une mise sous surveillance attentive, mais pas d'intervention directe. Voilà l'appartement des parents Rezzala que les policiers de Marseille sont censés surveiller. Alors que l'affaire du tueur des trains de nuit fait la une. Les journalistes apprennent vite qu'un suspect est identifié, mais ils ne connaissent pas encore son nom. Un meurtrier en série recherché par toutes les polices de France. Le suspect numéro 1 du meurtre d'une jeune femme hier dans le train Calais-Vintimille serait également l'assassin de la jeune Britannique Isabelle Pic. Et avec cet avis de recherche diffusé dans toute la France, le nom et la photo du suspect numéro 1 ne peuvent pas rester longtemps secrets. Pour tenter de convaincre les journalistes de ne pas révéler le nom de Rezzala, le procureur adjoint de Dijon décide de parler directement à la presse. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des éléments qui permettent effectivement de désigner un suspect numéro 1 et il y a des éléments qui permettent de dire que ce suspect numéro 1 est également impliqué dans l'affaire dite de Châteauroux. Point, je ne peux pas aller au-delà. Hors micro, le procureur adjoint va plus loin pourtant. Il donne aux journalistes les informations qu'ils attendent.
En échange, il pose une condition. Ce qui nous apprend, ce qui nous confirme du moins, c'est que c'est Sid Ahmed Rezala qui est le tueur présumé. Ce qu'il nous fournit sont des photos. Et ce qu'il nous demande, c'est de ne pas les diffuser. Laissez-nous 48 heures. Si Rezala ne sait pas à qui il est recherché, on a plus de chances de le trouver chez lui, chez des proches, chez une petite amie, chez un copain proche, enfin... Et je pense que c'est ce qu'il nous demande, c'est d'attendre pour qu'il tombe dans les mailles qui sont déjà tendues par les sûretés urbaines. Et sur place, tous les journalistes acceptent ce marché. L'enquête policière doit primer. Ils promettent de se taire. Pour l'instant. C'est une forme de serment citoyen, entre guillemets, qu'on se fait. Ok, les gars, on ne diffusera pas la photo avant 48 heures, 24 heures. On négocie, on dit allez, 24 heures, parce que vraiment, après, ça fait trop chaud, quoi, hein. Mais je vois pas pourquoi, au nom de quoi, on aurait refusé ça. On est quand même des citoyens. Il y a un tueur qui traîne. Mais c'est trop tard. Le nom du suspect a fuité. Et dans les rédactions parisiennes, les journalistes n'ont rien promis au procureur de Dijon. Sur le terrain, les limiers de la presse sont déjà lancés aux trousses de Rezala. À l'époque, je suis correspondant de France Soir à Marseille et donc je reçois un coup de fil d'un collègue de Paris qui s'occupe des faits divers qui me dit « Jean-Michel, on a un suspect dans l'affaire du tueur des trains et ce suspect s'appelle Rezala et il habite sur Marseille. » Il me donne une autre précision, il me dit « Il habite plus particulièrement dans le quartier de la Belle de Mai. » Quand il me donne cette indication, je fais une recherche Minitel, voir s'il y a un Rezala dans le quartier de la Belle de Mai. Et là, tout de suite, je vois effectivement Rezala logé, entre guillemets, dans ce quartier. Bingo. Mais ce Rezala ne porte pas le même prénom. Le journaliste est-il sur la bonne piste? Jean-Michel Verne va vérifier son information à la source. Je décide non pas d'aller directement à cette adresse, mais d'aller voir mes contacts à l'évêché, une commissariat centrale à Marseille. Et là, mon contact me dit « Jean-Michel, je crois que tu brûles. » C'est pas loin de la vérité. D'une phrase, ce policier donne aux journalistes la confirmation qu'il attendait. Cette adresse est bien celle de Rezala, qui est sans doute le tueur des trains. Jean-Michel Verne pense avoir le feu vert pour y aller. On aurait pu me dire non, on n'y va pas, attention, on est en planque, c'est dangereux, voilà, c'est un peu pour... Mais on vous dit pas ça. On me dit non, on me dit rien du tout. D'ailleurs, quand Verne arrive rue de la Belle de Mai, il ne voit aucun policier. Pas l'ombre d'une surveillance devant l'immeuble. Tout de suite, il trouve le nom de Rezala sur la sonnette, mais personne ne répond. Puis d'un coup, il me vient une idée. Je me dis, tu vas hurler dans la rue. Et donc, je me mets là, à peu près ici, là, devant la voiture, et je hurle, je mets les mains comme ça, et je hurle, Monsieur Rezala, Monsieur Rezala. Et là, au bout de quelques minutes, j'ai vu une tête qui est sortie, les volets qui se sont ouverts, une tête qui est sortie de la fenêtre. C'était le père de Sid Ahmed. Et là, effectivement, j'ai commencé à parlementer, à lui expliquer que j'étais journaliste, ce que je venais faire. Et il a accepté ensuite de me parler à l'intérieur de la cage d'escalier. Jean-Michel Verne est entré, il a réussi son coup. Dans l'escalier, le dialogue s'engage. Il est très étonné que son fils soit recherché par la police. Manifestement, il est au courant que quelque chose se passe, mais il ne sait pas pourquoi on le recherche. Et c'est moi qui le mets au courant en lui disant qu'on le soupçonne, Sid Ahmed, d'être le tueur des trains. Le père tombe des nues. Son fils, un meurtrier, il n'y croit pas. Il invite alors le journaliste à entrer dans l'appartement pour parler. Et d'emblée, il lui livre une information incroyable. La première chose qu'il me dit, mais monsieur, vous l'avez raté de 5 minutes. Il vient de partir. Et je lui demande alors où est-ce qu'il est parti. Il me dit, j'en sais rien. Il ne sait pas. Rétrospectivement, ça m'a fait quelque chose. Je me suis dit, tu aurais pu tomber sur lui, quoi. Et là, personne ne sait ce qui aurait pu se passer. Jean-Michel Verne a décroché un scoop. Le lendemain, l'interview exclusive du père est à la une de François. Le journal enfonce le clou. Notre reporter est présent au domicile du suspect avant les enquêteurs. Énorme erreur de la police. S'il y a une erreur de commise, elle ne vient pas de la presse. Moi, j'ai fait mon travail. Qu'est-ce que ça a changé, hein? Ils n'étaient pas là. De toute façon, ils l'ont loupé. Ils n'avaient qu'à être présents 2 heures avant. Hein. Rezala a pu s'enfuir du domicile de ses parents sans être inquiété. Mais où était donc la surveillance policière réclamée par le commissaire Panazio? En tout cas, s'il a lu le journal, Rezala sait qu'il est recherché, car dans la foulée de François, le Parisien publie sa photo et son nom.
C'est un ratage sur toute la ligne. À Dijon, les enquêteurs sont atterrés. Là, on sait qu'on en a pris un coup, et un sérieux coup. Ça n'empêche pas évidemment de continuer à chercher en se disant peut-être qu'il n'a pas lu le journal, peut-être qu'il n'a pas été prévenu, bien évidemment. Mais on se dit, c'est un handicap. Les policiers accusent les journalistes et les journalistes accusent les policiers. Quoi qu'il en soit, le résultat est clair, le suspect est en fuite et tout le monde a perdu sa trace. Maître Collard, vous êtes l'avocat des parents de Corinne Caillot. Cette bavure des policiers à Marseille, vous l'expliquez comment d'abord? Je ne me l'explique pas. Je ne me l'explique pas pour la bonne raison, on n'a reçu aucune explication. Pas muscade, quoi. Bon, on ne sait pas. Peut-être que les policiers marseillais n'avaient pas non plus l'instrument judiciaire qui leur permettait d'agir. Avait-il un mandat? Avait-il un mandat? Bon, quand ils ont été amenés à s'expliquer médiatiquement, ils ont fait savoir qu'ils n'avaient pas de mandat pour intervenir. Bon, est-ce que c'est une raison suffisante? Je ne le crois pas. Oui, c'est pas une raison pour... On peut très bien planquer devant l'appartement sans mandat. On peut suivre et puis on peut toujours interpeller pour une vérification d'identité, quand même. Je les trouve là d'un respect de la procédure auquel, parfois, ils ne se plient pas trop. Bon, alors là, on a affaire d'un seul coup à des légistes scrupuleux qui, à quelques millimètres d'un assassin, quand même, parce que à ce moment-là, déjà, le dossier était suffisamment établi à son encontre. Il y avait des présomptions lourdes, sérieuses, bon, et on le laisse filer au motif qu'on n'aurait pas eu un mandat d'arrêt. Bon, c'est probablement vrai que le document n'avait pas été notifié, c'est probablement vrai, mais à supposer que cela soit vrai, je considère que c'était pas une raison suffisante pour ne pas intervenir. Quelle est la réaction de vos clients, les parents de Corinne Caillot? Toute personne peut comprendre. Il suffit de s'imaginer qu'on a une fille qui est assassinée dans ces conditions atroces, quoi. Reza Allah est là. Il suffit de tendre la main pour l'appréhender, c'est-à-dire pour le saisir de façon qu'on progresse dans l'enquête. Et il s'échappe. Et il s'évapore. Bon, on a l'impression qu'on est dans une ville, dans un système qui fonctionne pas du tout, quoi. Voilà. Alors ils ont la première déconvenue de l'affaire. Hélas, il y en aura d'autres. La bévue des policiers marseillais remonte au 15 décembre. Le lendemain, le 16, le nom de Reza Allah fait la une de la presse nationale. Quelques heures plus tard, les policiers de Marseille se mettent enfin au travail sous la direction du commissaire Béatrice Fontaine. À ce stade de l'enquête, la jeune commissaire ignore encore tout de Reza Allah. Elle en sait moins que les journalistes. On me demande de rechercher un individu et je vois qu'il y a la photo dans le journal. Je dis, on recherche un individu, mais a priori il est en fuite, il sait qu'on le recherche. Bon, la première chose quand on recherche un individu, c'est qu'on préfère quand même qu'il ne sache pas qu'on le recherche. C'est un peu le jeu du chat et de la souris. Si la souris, elle sait qu'on la recherche, elle va se planquer quand même. Alors avant que Sid Ahmed ait le temps de se planquer, il faut agir vite. Ce matin-là, les policiers de la sécurité publique de Marseille passent enfin à l'action. On se dit, bon, on va taper aux parents, on va taper chez l'autre membre de la famille. On réfléchit pas, hein, on agit, on constitue des équipes. Vous vous occupez de son passé, vous vous occupez du terrain, vous vous occupez de ça, et on distribue les rôles. Et bon, on cherche la rapidité, l'efficacité. Les policiers foncent rue de la Belle de Mai. Cette fois, plus question de surveillance discrète, ils investissent les lieux. Trop tard. Les parents Reza Allah confirment ce qu'ils ont déjà dit aux journalistes. Leur fils est parti la veille au soir. Ils sont placés en garde à vue et interrogés longuement, sans plus de résultats. Le frère aîné de Sid Ahmed est lui aussi cueilli par les policiers, sans ménagement. On m'a chopé à la gare Saint-Charles, et c'était presque une douzaine de flics. De se retrouver même pas le pied sur le quai, menotté, entouré par les flics et tout, être humilié au milieu de tout le monde. Et quand les policiers lui apprennent que son jeune frère est recherché pour le meurtre de 2 femmes, il est abasourdi.
pour moi, c'était tout à fait faux, ouais. C'était faux, c'est pas vrai, c'est pas lui. C'est pas lui, c'est impossible. C'est impossible, surtout que la veille, il était avec moi, et on a rigolé, on a bu un coup ensemble et tout. Donc c'est pour ça que je suis resté même con, je veux dire. D'avoir pris ça, le meurtre. Sid Ahmed Rezala était donc bien présent à Marseille les 2 jours précédents. Le 14, le jour où Corinne Caillot est retrouvée sauvagement poignardée, Sid Ahmed a vu son frère aîné dans la soirée au bar où il travaille. Son comportement était normal. Il était venu, il m'a apporté à manger, il jouait au baby-foot, il a bu un verre et tout, et après il s'est taillé, il m'a dit allez, ciao. Il était comment ce soir-là? Ouais, il était normal. Il était normal, tranquille. Et vous avez parlé de rien? Non, absolument. Le frère n'en dit pas plus. Où est passé Sid Ahmed? Il l'ignore. Alors Béatrice Fontaine fouille le passé judiciaire du présumé tueur des trains. Elle n'est pas déçue. Dégradation de véhicules, vol simple, vol avec violence, vol à l'arraché. Les policiers qui patrouillent à la gare Saint-Charles connaissent bien ce Rezala. Ils font de lui un portrait étonnant. Les policiers qui l'avaient connu avant décrivaient un garçon souriant, gentil, agréable, plutôt dans la séduction et la manipulation. Rezala a 20 ans. On pense qu'il a tué au moins 2 fois des femmes. Il a un casier judiciaire plutôt costaud pour un gamin de son âge. Mais d'où vient-il? Qui est-il? Au moment des meurtres, il est en France depuis 5 ans seulement. Son pays, c'est l'Algérie. Sid Ahmed est né et a grandi dans une banlieue tranquille d'Alger. Espiègle et turbulent, il suit une scolarité à peu près normale. Il est sportif, il joue au foot et au basket. Été 94, c'est la rupture. Face à la guerre civile qui déchire l'Algérie, les parents Rezala décident de mettre leurs enfants à l'abri. Ils débarquent à Marseille. C'est clair, on a eu un coup au cœur, je veux dire, de quitter le pays où on a vécu, on est né et tout, on a quitté tous les amis, la famille, tu arrives ici, on connaît personne. Les parents trouvent rapidement du travail, mais Sid Ahmed, âgé de 15 ans, ne parvient pas à s'adapter à cette nouvelle vie. Il sèche les cours. Au lieu d'étudier sur les bancs du collège, il préfère aller traîner sur les escaliers qui mènent à la gare Saint-Charles. C'est à 2 pas du quartier de la Belle de Mai où il vit. Une drôle d'école pour un garçon de son âge. La gare Saint-Charles, c'était, je veux dire, il y avait tous les jeunes de Marseille qui traînaient là-bas. Voilà, c'était leur seul endroit, c'était un squat en fait pour eux. Ouais, ils étaient tranquilles, il y avait moins de surveillance. Bien sûr, ils fumaient tous le joint. Ouais. Il y en avait qui revendaient, donc ils étaient entre eux, entre équipes. 1er juin, premier délit. Sid Ahmed vit en dehors de tout contrôle. Ses parents ont beau alerter un juge pour enfants, rien n'y fait. Et à 15 ans, Sid Ahmed Rezala commet son premier crime dans le parking souterrain de la gare. Il est mis en cause par un jeune garçon pour l'avoir entraîné dans les sous-sols de la gare Saint-Charles et l'avoir sodomisé de force. Ce jeune qui est en rupture et qui est dans un foyer, qui vit dans un foyer, on aura parlé après à l'éducateur, aura déposé plainte, et donc c'est la première incarcération de Sid Ahmed Rezala. Maître Fabrice Andrac est à l'époque son avocat, commis d'office. Les faits sont lourds. Viol sur mineur. La victime de Rezala est un collégien de 13 ans. Pourtant, l'avocat conserve un bon souvenir de sa rencontre avec Sid Ahmed. Je suis face, bien évidemment, à un garçon qui est très jeune, puisqu'il a 15 ans, mais un garçon qui est avenant, souriant, sympathique, qui est très poli, très respectueux, et qui comprend pas tellement ce qu'on lui reproche, ou alors il feint de ne pas le comprendre. Rezala a avoué le viol au policier, mais il ne se sent pas vraiment coupable. Devant le juge d'instruction, il va tenter de minimiser les faits, de dire qu'il n'était pas véritablement conscient que l'autre n'était pas consentant. Car Rezala raconte que sa victime était connue pour se prostituer à la gare. Au policier puis au psychologue venu l'examiner en prison, il explique qu'il a été pris d'une
pulsion. Il voulait faire souffrir ce garçon. Il dit qu'il a ressenti une haine, besoin de faire du mal, besoin de faire la honte sur la personne. Tout d'un coup, il s'est dit qu'il allait abuser de ce garçon, vraiment pour en abuser, même pas des questions d'être homosexuel, il n'a jamais été homosexuel. Michel Poinsart souligne surtout l'immaturité de Sid Ahmed dans son rapport d'expertise. Il le voit inconséquent, nerveux, peu réfléchi. Selon l'expert, la personnalité de Rezala n'est pas encore définie. Sa violence et sa cruauté sont celles de l'enfance. Il pouvait très bien échapper à cette violence. C'est pour ça que je disais de l'enfance. À partir d'un certain moment, ces déviances peuvent être récupérées entre les soignants et la famille, de façon à remettre le garçon sur le droit chemin. L'expert préconise une rééducation psychologique. Cette demande restera lettre morte. Pour le viol, Sid Ahmed Rezala est condamné à 4 ans de prison, dont 18 mois fermes. Dans sa cellule, il craque. Il fait plusieurs crises d'épilepsie. Déjà, à l'époque, son avocat s'inquiète pour son avenir. La question qui va se poser, c'était de dire est-ce que la détention va le rendre plus mauvais que ce qu'il est, ou est-ce qu'il est vraiment mauvais au départ ? C'est la question, quand même, qui, moi, m'obsède un petit peu. Fin 96, Rezala est libéré. Il a 17 ans. Il veut entrer dans la vie active et s'inscrit en apprentissage dans un lycée hôtelier. Mais très vite, le voilà de retour sur les escaliers de la gare Saint-Charles. Là, il fréquente les milieux marginaux, petites combines, petits larcins. Il embarque dans des trains au gré de ses envies et de ses rencontres. Les policiers retrouvent ceux qui ont croisé son chemin à l'époque. Ils affinent son portrait. Et autant on a des témoignages de personnes à qui il a fait peur, qui se sont fait dérober des choses et lesquelles il a été violent, autant on a des témoignages de personnes qui ont été enchantées et envoûtées par ce garçon au sourire si gentil, si aimable, serviable, avec un contact facile. On dit qu'il était charmeur. Ouais. Avec son sourire. Il a toujours été comme ça. Depuis qu'il était petit. Il a toujours été souriant avec tout le monde. Maintenant, c'est clair qu'il ne fallait pas le chercher. Il réagissait de suite. C'était son seul problème, voilà, parce qu'il n'arrivait pas à se contrôler. Voilà, de suite, il agissait de suite. Avec lui, tout peut basculer très vite. Comme cette fois où, au buffet de la gare, il a sorti son couteau. Il est avec un ami et les gérants de la buvette sont gênés par son comportement parce qu'il perturbe la clientèle. Et donc il y a un vigile qui va lui demander gentiment de sortir. Et là il va devenir violent et tout de suite il va sortir un couteau et il lui porte un couteau au niveau de la gorge. Un coup de couteau au niveau de la gorge. Et il prend la fuite. Mais il y a une période de calme dans sa vie. C'est à l'automne 97. Il rencontre Nadia, une jeune femme en rupture avec sa famille. C'est le coup de foudre. Rapidement, Nadia est enceinte, Sid Ahmed va devenir papa. Il trouve du travail dans un restaurant. C'est là où il a commencé à changer de comportement, bien sûr, de vie. Il était amoureux, en plus sa femme elle était enceinte, donc il jurait que par ça, de sa fille, de son enfant. Mais quand sa fille naît en juin 98, Sid Ahmed Rezala est de nouveau en prison. Il est arrêté par la police à la suite d'une bagarre à la gare Saint-Charles. Une fois de plus, il n'a pas su se contrôler. Son sursis est tombé. Il passe de nouveau 1 an derrière les barreaux. Aziz Emouri, vous êtes journaliste au Figaro Magazine, et dès que vous apprenez que Rezala a une compagne et une petite fille, vous cherchez à la rencontrer. L'idée de départ, c'était qu'en fait, Rezala était donc parti en cavale, ouais. Et c'est que Nadia, sa compagne, lance un appel pour qu'il se rende, parce qu'en fait, il était parti en cavale armé, etc. Et donc, c'était dangereux à la fois pour les gens qu'il pouvait rencontrer ou éventuellement pour lui-même. Alors évidemment, elle vous parle de lui, de Sid Ahmed Rezala. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle considère qu'elle est un peu responsable en fait des dérives de Rezala. De Rezala, absolument, parce qu'ils ont vécu une histoire assez douloureuse en fait. Ils ont un enfant ensemble et elle tombe amoureuse de quelqu'un d'autre pendant qu'il est en prison.
Donc là, bien qu'ils aient un enfant ensemble, elle veut construire sa vie avec un autre amour. Est-ce qu'elle vous dit des choses positives sur lui, des choses attendrissantes limite, quoi, sur le bonhomme, ou bien à ce moment-là, elle ne le voit que violent? Non, enfin, elle dit beaucoup de choses. Non, pour elle, c'est un bon père. Pour elle, c'est un bon père de famille. En tout cas, Sid Ahmed Rezala continue de s'occuper de sa fille. Il la nourrit, il la change. Enfin, il fait tout ce que font les pères de famille modernes. Retour à l'enquête. Les policiers ont donc laissé filer Rezala à Marseille et depuis il est en cavale. C'est à ce moment-là que le commissaire Panazio apprend que quand il est sorti de prison il y a 6 mois, Rezala a donné une adresse à Amiens. Amiens, c'est la ville où réside Nadia, la maman de sa petite fille. Il est extrêmement vraisemblable qu'il se trouve auprès de la mère de son enfant, sur cette ville. Donc nous nous déplaçons très rapidement pour le lendemain matin, donc le 17 au matin, intervenir au petit jour dans un quartier extrêmement sensible d'Amiens. Mais Panazio et ses hommes ne le trouvent pas chez Nadia, dans cette cité de la banlieue d'Amiens. Rezala n'y habite plus. On leur dit qu'il est installé dans un quartier tranquille du centre-ville. Il louerait une chambre au premier étage de cet immeuble. Mais déception, Sid Ahmed n'est pas là non plus. Alors les policiers mettent la pression sur ses amis et sur les autres locataires de l'immeuble. S'il se manifeste, ne commettez pas l'erreur de le secourir. Ne commettez pas, ne vous mettez pas dans votre tort en entravant notre recherche. Vous devez nous aider. Et c'est là où la confiance, elle se gagne pas immédiatement. Ses amis jurent ignorer où il se trouve. Ils sont sans nouvelles depuis 4 jours. Ils ne l'ont pas revu depuis que Rezala est parti à la gare de Longo prendre le Calais-Vintimille, le train où Corinne Caillot a été tuée. Seulement voilà, le même jour à Amiens, un jeune homme est bouleversé en découvrant la photo de Rezala à la une du journal. Ce visage, il le connaît. Il se précipite immédiatement au commissariat. Depuis plusieurs semaines, sa petite amie, Émilie, a disparu. Il vient de comprendre que sans doute, il ne la reverra jamais. En voyant donc cette photo plus l'article avec, il fallait se rendre à l'évidence, quoi. Sid était la dernière personne à avoir vu Émilie vivante. Depuis, on n'avait plus du tout de nouvelles. Ça faisait presque 2 mois. Donc, on n'avait plus aucun espoir pour Émilie. On en était sûr. Émilie Bazin. C'est une jeune étudiante de 20 ans. Elle a disparu depuis près de 2 mois, depuis le 29 octobre. Ce soir-là, elle vient voir son petit ami Thomas à la Maison Bleue, une maison pour étudiants en plein cœur d'Amiens. Elle lui annonce qu'elle a décidé de rompre. Thomas accuse le coup. Il se quitte sur le pas de la porte de la Maison Bleue. On s'est dit au revoir, je lui ai dit on sera toujours amis, elle me fait t'inquiète pas pour ça, j'étais toujours dans mon cœur, je l'ai serré dans mes bras, on s'est fait la bise, et je suis parti sur la droite, Émilie, Nicolas et Sid sont partis sur la gauche en direction du centre-ville. Émilie doit prendre son bus pour rentrer chez elle. Thomas la regarde s'éloigner avec 2 copains. Il y a Nicolas, un étudiant, et un certain Sid qui vient de temps en temps à la Maison Bleue. Plus tard, un enquêteur de la police judiciaire reçoit un coup de téléphone alarmant du papa d'Émilie. Jean-Luc Bazin, que je connais, est un garçon très nuancé, très pondéré, très mesuré, et son appel est déjà quelque chose que je ressens comme quelque chose d'inquiétant, de préoccupant. Elle n'est pas rentrée à 21h, alors que le lendemain, elle avait une réunion familiale importante auquel elle voulait absolument insister. Émilie disparaît 15 jours après le meurtre d'Isabelle Pic et 1 mois et demi avant celui de Corinne Caillot. Vendredi soir, Émilie ne rentre pas du week-end. Elle ne téléphone pas à ses parents. Jean-Pierre Sarrazin refait le chemin emprunté par Émilie et ses 2 copains Sid et Nicolas. La piste s'arrête à un carrefour. Ici même, Nicolas va quitter le duo pour aller voir un ami. Et Sid et Émilie Bazin continuent leur chemin tout droit. Nous ne savons pas du tout qui est ce Sid. Il est effectivement un témoin extrêmement important puisqu'il a quitté la Maison Bleue en compagnie d'Émilie et il part dans une direction inconnue avec elle. Sid est donc la dernière personne à avoir été vue en compagnie d'Émilie. Il sait peut-être où elle se trouve. Mais lui, où habite-t-il? Quel est son nom de famille? Personne ne le sait vraiment. Les investigations s'arrêtent là. Émilie est majeure.
Pour les policiers, elle a sûrement fugué. Rien ne permet d'ouvrir une enquête. Aucun témoin ne nous alarme sur les intentions éventuelles de Sid. Sid est un garçon qui est arrivé amené par un copain à la Maison Bleue. Il est là depuis 2 mois. Personne ne sait vraiment d'où il vient, mais il est sympathique. Quand on faisait une soirée, il arrivait jamais les mains vides. Soit il apportait à manger, soit il apportait à boire, soit il apportait des cigarettes. Sid a su se faire adopter par ce petit milieu étudiant d'Amiens. Tout le monde le décrit comme un papa modèle venu à Amiens pour être près de sa fille. Personne ne le soupçonne. Les semaines passent et Émilie ne donne toujours pas signe de vie. 1 mois après sa disparition, Thomas rencontre Sid par hasard. Il l'interroge sur la dernière soirée qu'il a passée avec Émilie. Sid répond avec aplomb. Il me dit qu'elle n'a pas pris son bus et qu'elle est venue prendre un café chez lui. Et que lui avait un train à prendre, donc il l'a raccompagné à la gare. Et la phrase qu'il employait, c'est « elle est retournée à sa vie, je suis retourné à la mienne ». Jamais Thomas n'aurait imaginé que Sid puisse être un tueur. Le 17 décembre, il comprend. Il découvre son nom et son visage dans le journal. Sid, le copain, le papa modèle et le suspect numéro 1 du meurtre de 2 jeunes femmes. À la PJ d'Amiens aussi, cette nouvelle est un choc. Les copains de Sid sont interrogés à nouveau et l'un d'eux emmène Jean-Pierre Sarrazin là où Sid est censé habiter. Dans cet immeuble visité le matin même par les policiers du commissariat de Dijon qui enquêtent sur le meurtre de Corinne Caillot et qui n'ont rien trouvé. Les enquêteurs de la police judiciaire d'Amiens, eux, sont intrigués par un détail au sous-sol. Après avoir inspecté minutieusement l'ensemble de la maison, nous nous dirigeons vers la cave. Et un de mes collègues me fait remarquer que la poignée de la cave est brisée. Les policiers forcent la porte, quelqu'un a cassé les ampoules, la cave est plongée dans l'obscurité. Une odeur nauséabonde alerte les enquêteurs. À la lueur des bougies, Jean-Pierre Sarrazin et ses collègues explorent les lieux. La cave semble abandonnée depuis des années. Dans le fond de cette cave, on aperçoit un tas de charbon. Au-dessus de ce tas de charbon, des fagots qui sont posés. Et un de mes collègues prend une pelle à charbon qui se trouve à côté pour essayer de voir un peu ce qu'il y a dans ce tas de charbon. Le policier donne un coup de pelle, l'odeur devient insoutenable. Les premières investigations laissent apparaître une forme qui peut être une forme humaine, une tête, quelque chose de rond et des cheveux. On a fortement l'impression qu'il y a un corps qui se trouve dans ce charbon. Immédiatement, la police scientifique et le médecin légiste sont appelés en renfort. Le cadavre est celui d'une jeune femme. Elle est morte depuis plusieurs semaines. Le légiste fait une constatation des plus intéressantes. Il s'aperçoit qu'une chemise en jean est nouée, serrée très fortement au niveau du cou. Il présume que la mort est une mort violente par strangulation. Il relève également des ecchymoses, des contusions et des coups au niveau du visage. La victime est méconnaissable. Elle est enveloppée dans un drap. Elle est dévêtue, des pieds jusqu'à la poitrine. Le soir même, le corps est identifié. C'est celui d'Émilie Bazin. Elle a sans doute été tuée le soir de sa disparition. L'autopsie révèle qu'elle a eu un rapport sexuel juste avant de mourir. Sur le corps, on retrouve du sperme. Du sperme est donc l'ADN du tueur. À l'étage, la chambre louée par Rezala est méticuleusement fouillée. Les policiers y découvrent les premiers indices matériels. Dans la chambre de Sid Ahmed Rezala, on retrouvera sur le mur une coulure de ce qui semblait bien être du sang, suffisamment significative sur le papier peint. On retrouvera aussi, et c'est à noter, on retrouvera dans le sous-sol, aux abords du corps, un mégot de cigarette qui correspond exactement au type de tabac qu'il roule et qu'il fume habituellement. Les enquêteurs recueillent aussi des témoignages. Une amie de Rezala qui habite la chambre du dessus a entendu quelque chose d'effrayant le soir du 29 octobre. Elle nous explique que vers 22h, 22h30, elle entend d'une part un cri de femme assez qui l'interpelle, et également un bruit sourd qu'elle désigne comme la chute d'un corps ou éventuellement quelque chose qui est cogné sur un mur.
Et vers minuit, ce même soir, les voisins de l'immeuble d'à côté ont entendu un curieux remue-ménage. C'est comme si on déménageait une grosse malle, disent-ils aux policiers. À cette heure-là, Rezala était seul dans l'immeuble. Il en a sûrement profité pour descendre cacher le corps à la cave. On a réuni énormément d'éléments qui accablent véritablement maintenant Sid Ahmed Rezala et qui le désignent pratiquement formellement comme l'auteur du geste meurtrier à l'encontre d'Émilie Bazin. Les voisins et les amis de Rezala sont consternés. Jamais ils n'auraient imaginé ce charmant garçon capable d'un tel geste. Si on se résume, les policiers et les gendarmes cherchent maintenant un homme qui a tué 3 fois. Dans la nuit du 12 au 13 octobre 1999, on pense qu'il a tué la jeune Anglaise Isabelle Pic dans le train Limoges-Paris. 2 semaines plus tard, le 29 octobre, il aurait donc tué à Amiens Émilie Bazin, une jeune étudiante. Enfin, le 13 décembre, il est l'assassin probable de Corinne Caillot dans le train Calais-Vintimille. À l'époque, quand la presse arrive à relier ces 3 crimes, elle parle tout de suite d'un tueur en série. Et forcément, tout le monde croit l'avoir croisé quelque part. Les gens n'osaient plus prendre le train, ils étaient enfermés dans les compartiments, dans les gares c'était un peu la panique et on voyait Rezala partout, on se méfiait de lui partout et dans la mesure où les crimes qui avaient été commis ou présumés être commis par Sid Ahmed Rezala étaient des crimes pratiquement gratuits ou tout au moins qu'on ne pouvait pas expliquer rationnellement, chacun pouvait penser qu'il pouvait être victime de cet individu. Nous sommes au moment des grands départs des vacances de Noël. Une véritable psychose s'installe dans les gares et sur les lignes de la SNCF. Depuis la diffusion de sa photo, Sid Ahmed Rezala est reconnu aux 4 coins de France. Un homme qui lui ressemblait a été arrêté et libéré aujourd'hui à Nancy. Un train a été arrêté et fouillé dans la Drôme. Le suspect aurait été vu dans un train Lyon-Nantes ou encore en gare de Dijon. À Dijon, apparemment, c'est un petit peu la panique parce que tout le monde le voit partout. Moi, je sais que j'ai une dame qui est venue me voir ce matin, qui pensait l'avoir vu le matin, mais enfin, elle a appelé la police, mais on ne sait pas vraiment si elle l'a vu ou pas. Dans les trains, les policiers multiplient les contrôles et les appels à témoins. Et ça marche. Ils reçoivent des centaines d'informations qu'ils doivent à chaque fois vérifier. Les policiers sont vraiment déterminés. Je peux vous dire que je les ai croisés avec les valises sous les yeux et surtout avec cette obsession. Cette obsession à l'époque, il va recommencer, il est capable de recommencer, il n'a aucun respect de la vie. C'est un type hyper dangereux. Il faut absolument pas qu'il recommence. Il faut qu'on le chope avant, il faut qu'on le chope. C'était ces termes-là, c'était une obsession, vraiment. Désormais, 3 services d'enquête sont aux trousses de Rezala. Les gendarmes à Châteauroux, la sûreté publique à Dijon et la police judiciaire à Amiens. Entre eux, les informations circulent mal. Du coup, à Paris, la direction de la police judiciaire décide de créer une cellule de coordination. Les juges d'instruction de Dijon et de Châteauroux, les vrais patrons de l'enquête, sont furieux. Les services centraux de Paris, que ce soit la police ou la gendarmerie, ont peut-être l'intention de récupérer tout le bénéfice d'une affaire dans laquelle ils n'ont pas jusqu'à présent fait d'acte, et je trouve ça un petit peu dommage pour les enquêteurs. La polémique gangrène l'enquête, déplore le juge déshonnête à Dijon. Les magistrats se déchaînent. La presse, elle, parle surtout de guerre des polices et de couac dans la traque. L'enquête sur le tueur des trains est passée pour elle au second plan. Et pourtant, on ne sait toujours pas où est passé Sid Ahmed Rezala. Alors la police met le paquet là où on l'a vu pour la dernière fois, à Marseille. Sur le terrain, c'est la mobilisation générale. Dans les rues, chaque policier a en main sa photo et son signalement. Ce signalement va nous poser problème tout au long de l'enquête parce que à Marseille, même si je sors maintenant, des Sid Ahmed Rezala, j'en croise 10 tous les kilomètres. Hein. Il ressemble un petit peu à tout jeune Marseillais. Il n'y a pas de signe particulier qui puisse nous permettre de l'identifier formellement. Alors les policiers lancent des opérations coup de poing dans les endroits fréquentés par les marginaux et affectionnés par Rezala. Ils fouillent notamment les squats autour de la gare Saint-Charles. La ville va être quadrillée. À partir d'informations, la police va commencer donc à travailler dans le secteur où ses parents habitent, puis après va s'orienter dans l'hypercentre de Marseille et les hôtels meublés. Ils ne veulent plus prendre le risque
d'avoir à nouveau on a raté Redzala, épisode numéro 2, quoi. Cette fois, plus le temps de tergiverser. Chaque immeuble de Marseille est une planque possible pour le fugitif. Si un homme ressemblant à Redzala y est signalé, la police débarque en force. On a fait un jour un immeuble où je crois qu'on a dû, donc on tapait aux portes, tous les gens sortaient, on fouillait des appartements, les appartements qui étaient inoccupés, on défonçait les portes, on a dû défoncer une quinzaine de portes dans cet immeuble en une matinée. J'ai jamais vécu ça pour une autre affaire. Chaque jour, des dizaines de coups de fil arrivent au commissariat. Tout le monde croit l'avoir vu aux quatre coins de la ville. Pendant bien une quinzaine de jours, la police est convaincue que Redzala est toujours à Marseille, qu'il se cache à Marseille et qu'en aucun cas il a pu quitter la ville. Et pourtant, le fugitif passe toujours entre les mailles du filet. Les enquêteurs persistent et s'épuisent. Et à chaque fois qu'on va sur un renseignement sur une adresse, on pense que c'est la bonne. Sinon, on n'y arrive pas. Non, on est persuadé que c'est la bonne, on y croit et on va le chercher là où on nous le situe. Il n'est jamais là. Il n'est jamais là. Dominique, toutes les polices de France recherchent Sid Ahmed Redzala, mais il n'est pas là où on le cherche. Non, parce qu'à ce moment-là de l'histoire, Redzala a toujours un temps d'avance sur la police. Il a passé la nuit du 14 au 15 décembre à Marseille, chez ses parents, et c'est là qu'il a été alerté, c'est là qu'il a appris que la police le recherchait. Sans doute, il a une espèce de réflexe naturel. Il file à la gare Saint-Charles, un endroit qu'il connaît bien, et il monte dans un train. Mais il monte dans un train, non pas à destination de la France, comme vont le penser tous les policiers qui le recherchent. Il a pris un train pour l'Espagne, et il est à Barcelone, une ville qu'il connaît bien parce qu'il y est allé souvent. Mais cette fois-ci, il est parti avec 300 francs en poche, que son père lui a donné. Il n'a pas de logistique sur place, pas de point de chute, et ça va devenir très très vite compliqué pour lui. Donc il essaie de voler un sac à main dans un café, et là il est rattrapé par des consommateurs, plaqué, s'ensuit une bagarre. Il essaie de se défendre parce qu'il sait que si on l'arrête, là il risque très très gros. La police espagnole arrive, on l'emmène en prison, il donne ses papiers, il donne son passeport, et les policiers espagnols ont son identité, Sid Ahmed Redzala. Et à ce moment-là, ça devrait connecter dans leur esprit. Parce qu'Interpol a diffusé une fiche de recherche dans 178 pays membres de l'organisation d'Interpol. Ça le fait pas. Mais non, les Espagnols, ils ne connectent pas, ils pensent avoir affaire à un voleur de sac à main. Et voilà, il passe la nuit en prison, et le lendemain matin, il relâche. Et qu'est-ce que fait Redzala? Il reprend un train. Pendant ce temps-là, en France, la police le cherche toujours. Redzala est signalé partout, mais on ne le trouve nulle part. Chaque information se termine par une fausse piste. Mais les policiers maintiennent la pression. Il a fallu scinder en fait en deux cette enquête. La pression du terrain, il fallait la maintenir. Et deuxièmement, l'enquête plus classique de police judiciaire. Il fallait le localiser par des manières totalement classiques, de localisation de téléphone portable, d'écoute téléphonique, d'audition de proches, l'enquête classique. À Marseille, la pression est mise sur la famille. Parents, frères, sœurs, cousins de Redzala sont suivis, fouillés et interrogés, sans résultat. Le commissaire Panazio, lui, mise sur l'entourage de Redzala à Amiens. Début janvier, il remonte en Picardie. Il retourne là où vivait le jeune Sid et rencontre sa meilleure amie. Je lui dis, nous sommes toujours là, on ne lâchera pas, c'est très important. Maintenant tu as compris que c'était quelque chose de grave. Elle m'a dit oui, effectivement, c'est grave, c'est des personnes qui sont mortes, il y a des enfants qui souffrent, il y a de la famille qui souffre. C'est important. On sent qu'il y a un bon contact, on va dire. La jeune femme semble prête à aider la police. Parallèlement, tout l'entourage de Redzala est placé sur écoute téléphonique 24 heures sur 24. On est très bien positionné au niveau de ses relations et on se dit qu'à un moment, s'il prend contact avec quelqu'un, il est fichu, quoi. Et justement, à Amiens, la meilleure amie de Redzala a reçu un curieux coup de fil. Elle prévient le commissaire Panazio. Quelqu'un a appelé avec de l'étranger. Elle ne comprenait pas, cette amie ne comprenait pas pourquoi on l'appelait de l'étranger.
Elle ne comprenait pas exactement de quoi il s'agissait. Par contre, elle a relevé le numéro qu'il a appelé. Un numéro à l'étranger. Le commissaire Panazzo n'y croit pas vraiment. Il imagine toujours Rezala en France. L'appel vient du Portugal, d'une petite ville près de Lisbonne. Le policier fait rappeler le numéro par un interprète. Un homme répond. Il est étonné. Il n'a jamais téléphoné en France, mais c'est vrai qu'il n'est pas seul dans son appartement. Et là, il commence à dire, oui, mais c'est étrange, j'ai une jeune personne chez moi, d'origine nord-africaine, que j'héberge pour quelques jours, c'est peut-être lui. Donc, évidemment, il y a un descriptif, et là, ça commence à chanter, passez-moi l'expression, en disant, tiens, il y a peut-être quelque chose. Nous sommes le vendredi 7 janvier. Le samedi, l'ami de Rezala ne reçoit aucun appel, mais le dimanche soir, les policiers surprennent sur sa ligne un échange édifiant. Les fonctionnaires qui sont en direct me demandent de descendre au local d'écoute pour écouter une conversation. Donc j'écoute, la qualité est très mauvaise, mais on comprend qu'il demande des nouvelles de sa fille et qu'il lui demande si elle est sur écoute. C'est Rezala qui appelle l'une de ses copines d'Amiens. Il veut juste faire un bisou à sa fille. Son interlocutrice lui demande « C'est toi, Sid ?» Lui ne dit pas non. Le reste de la conversation où la jeune femme se met à pleurer, elle lui demande où il est, ce qu'il fait, qu'est-ce qui s'est passé. Lui, il coupe court et il lui demande qu'elle le rappelle en lui donnant un numéro, mais c'est très confus, on n'arrive pas à comprendre le numéro, il se trompe dans les indicatifs. Mais bon, nous, on a par contre la certitude et que c'est lui et qu'il est à l'étranger. L'appel vient encore du Portugal, de la même ville, dans la banlieue de Lisbonne. Cette fois, Rezala téléphone d'une cabine publique. Le voilà précisément localisé, reste à l'attraper. N'oublions pas que c'est quelqu'un qui nous a fait courir. Il est hors de question de prendre un risque de le louper à nouveau. Donc il faut décider rapidement si on peut partir en commission rogatoire internationale pour aller l'interpeller, si on privilégie un mandat d'arrêt international. En tout cas, il faut agir très vite. Il faut que, ou on actionne les Portugais avec un mandat d'arrêt international, il faut qu'ils l'interpellent dès le lendemain matin, ou alors on y va, mais il faut partir tout de suite. Roger Marion est à l'époque numéro 2 de la police judiciaire à Paris. Contre l'avis des enquêteurs sur le terrain, il choisit d'utiliser un mandat d'arrêt international pour interpeller Rezala. Vous avez deux options là. Enfin, pas vous. Le système judiciaire français et policier a deux options. Vous pouvez nous expliquer quelles sont ces deux options et puis finalement laquelle vous choisissez? On est dans l'urgence. Il faut l'appréhender. Il faut appréhender un meurtrier qui a déjà commis 3 assassinats. Donc à partir de ce moment-là, il faut imposer une stratégie. Cette stratégie, elle passe par Interpol et les contacts personnels qu'on peut avoir avec tel ou tel directeur de la police judiciaire. Vous-même, vous connaissez quelqu'un au Portugal? Absolument, je connaissais très bien le directeur de la police judiciaire. Au Portugal? Au Portugal. Donc au fond, vous lui téléphonez? Je lui ai téléphoné, j'ai exposé la nécessité de mettre des moyens importants pour localiser un meurtrier qui en était déjà au minimum à 3 actions criminelles. Et c'est ce qu'il fait. Et c'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il envoie des hommes, des policiers portugais. C'est-à-dire qu'en fait, tout est formalisé par voie télégraphique, mais ce sont les contacts personnels qui permettent d'agir très vite. C'est dans cet immeuble que vivrait Rezala. C'est d'ici qu'il a téléphoné à son ami en France. Le matin du 11 janvier 2000, la souricière est en place. Munis de leur mandat international, les policiers portugais ont bouclé le quartier. En fin de matinée, un policier de la police judiciaire, Christian Gosselin, arrive de France. Il a dans ses bagages de quoi identifier Rezala, des photos et un relevé d'empreintes. Lui ne sera que simple observateur. On se trouve dans la banlieue de Lisbonne, à 25-30 km de Lisbonne, dans une cité très urbanisée, un endroit où les policiers portugais me disaient qu'ils n'étaient pas forcément les bienvenus. À la fenêtre, les policiers voient un jeune homme écarter les rideaux. Il y a bien quelqu'un dans cet appartement, mais pour l'heure, pas question d'entrer en force. On n'y va pas parce que même s'il y a une grande conviction, il y a un doute. Et puis surtout, on ne sait pas s'il est seul, on ne sait pas dans quelles conditions ça peut se passer, cette interpellation. Donc on attend.
À 13h30, un homme sort de l'immeuble. Il ressemble au tueur présumé. Les policiers en civil lui emboîtent le pas. Prudence. L'homme semble nerveux. Il déambule un peu dans le quartier, méfiant, en se retournant, en faisant des crochets angle de rue, mais il s'éloigne et à ce moment-là, les collègues décident l'interpellation. En quelques secondes, les policiers plaquent le jeune homme sur le mur de cette église. Le suspect ne résiste pas, il est menotté sans difficulté. Christian Gosselin le reconnaît tout de suite. Ma conviction était qu'il s'agissait bien de Sid Ahmed Rezala. Vous en étiez sûr? Convaincu. Mais ça n'est pas suffisant. L'homme n'a pas de papier sur lui et il est toujours impassible. Il ne dit rien aux policiers portugais, pas un mot jusqu'à son arrivée dans les locaux de la police. Et à un moment donné, un des collègues portugais s'exprimant en français lui demande quel est son nom. Et à ce moment-là, il a un petit sourire ironique, il se retourne vers moi et il dit « Demandez-lui, à lui, il sait mon nom ». C'est gagné. Rezala s'est identifié. Un dialogue d'homme à homme s'engage alors avec le policier français. Quand Christian Gosselin l'interroge sur les meurtres dont il est accusé, Rezala se ferme. Il refuse de parler des 3 femmes assassinées en France. Sauf qu'à un moment donné, je lui ai dit « Mais ces femmes, elles ne t'avaient rien fait, t'as rien à leur reprocher, elles ne t'avaient pas causé de tort, pourquoi ça s'est passé comme ça ?» Et il m'a répondu je sais pas, j'ai des flashs dans ma tête. La cavale de Sid Ahmed Rezala s'arrête au bout de 27 jours. Sans ses coups de fil passés en France, qui serait venu le chercher dans cette banlieue perdue de Lisbonne? Rezala était planqué au Portugal depuis la fin décembre. Fernando l'hébergeait depuis peu dans son appartement, à la demande d'un ami. Aux policiers comme aux journalistes, il fait visiter la chambre occupée par celui qui disait s'appeler Taher. Il ne savait rien de sa véritable identité. Moi je partais, lui devait traîner, mais pas très loin. Parce qu'il avait peur de la police. Il y avait quelque chose d'étrange chez lui, que je ne peux pas expliquer. Le jour où il a téléphoné en France, s'il n'avait pas été présenté par un ami, je le mettais à la porte. Et surtout, les policiers comprennent qu'ils ont attrapé Rezala de justesse. À 22h55 aujourd'hui, il devait partir en train. À 22h55 pour Madrid. Rezala avait en poche son billet de train pour l'Espagne. De là, il comptait s'envoler pour les Canaries. Maintenant, il est en prison. Mais en prison au Portugal. Or voilà que Rezala annonce qu'il refuse l'extradition vers la France. Menotté et cagoulé, Rezala quitte le tribunal, les nerfs à vif. Les journalistes aux trousses, Sid Ahmed Rezala regagne sa cellule. Il vient de signifier au juge portugais qu'il s'opposait à la demande d'extradition présentée par la France. L'affaire se transforme en casse-tête judiciaire. Rezala refuse de rentrer en France, il gagne du temps, il s'installe pour de longs mois dans une prison portugaise. Dominique, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Le Portugal est un pays ami. C'est un pays membre de l'Union européenne. Comment se fait-il que le Portugal refuse de nous remettre Sid Ahmed Rezala? Pour 2 raisons. D'abord parce que Sid Ahmed Rezala lui-même refuse d'être extradé. Et il en a la possibilité. Il en a la possibilité et il peut refuser de revenir en France. Ensuite, parce que ses avocats vont user de tous les moyens légaux pour retarder son extradition. Alors voilà ce qu'ils vont faire. Le Portugal, c'est le pays le moins répressif de l'Union européenne. Depuis très longtemps, la peine de mort y a été abolie. Et dans le même temps, le Portugal n'applique pas la réclusion criminelle à perpétuité. Là-bas, la peine maximale de prison, c'est 30 ans. Alors évidemment, le Portugal ne peut pas extrader un ressortissant vers un pays qui risque plus de 30 ans de prison. Parce qu'en France, Rezala, on l'attend pour des assassinats. Donc il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Alors quand on en parle comme ça tous les deux, bon, ça peut surprendre, ça peut paraître choquant, sauf que si on prend l'exemple de la France, eh bien la France n'accepterait jamais d'extrader vers les États-Unis un ressortissant américain qui là-bas risquerait la chaise électrique.
C'est logique. Donc les Portugais refusent de remettre Rezala à la France, où il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Ça veut dire que s'il le souhaite, il pourra être condamné et purger sa peine au Portugal. Oui, dans l'absolu, c'est possible. Sauf que la France le veut absolument. Alors là, va se produire quelque chose d'unique dans l'histoire de la justice. L'initiative va venir de la chancellerie, c'est le garde des Sceaux de l'époque, Elisabeth Guigou, qui va s'engager par écrit dans une lettre du 28 avril qu'elle adresse aux autorités portugaises et dans laquelle le ministre de la Justice française s'engage à ce que Sid Ahmed Rezala, s'il est extradé vers la France, ne soit pas condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Comment peut-elle s'engager puisque ce n'est pas elle qui prononce la peine? Encore une astuce. Au lieu de mettre en examen Rezala pour assassinat, on le mettra en examen pour homicide. Et la peine pour homicide en France, la peine maximale, c'est 30 ans de prison. Pour assassinat, c'est-à-dire un assassinat, c'est un homicide avec en plus la préméditation. Là, la peine maximale, c'est la réclusion criminelle à perpétuité. Donc, elle s'engage à ce que Rezala soit mis en examen pour homicide. Et là, ça peut passer. Donc les Portugais acceptent. Un mois plus tard, ils font connaître leur réponse. Et au mois de septembre, Rezala doit rentrer en France pour être jugé. Rezala veut échapper à tout prix à son extradition. Un jour, il se taillade les veines avec un rasoir. Les médecins jugent son état inquiétant. Il est donc transféré à la prison-hôpital de Caixas, près de Lisbonne. Son frère aîné vient lui rendre visite. Physiquement, il était bien. Moralement, ça allait pas. Il se sentait merdeux, entre guillemets. Avec tout ce qui s'est passé, surtout de tout ce qu'ils ont subi mes parents. Toute la journée on parle, on montre la maison à la télé, les journaux et tout. Je me dis, tu te rends compte de ce qui s'est passé, tout ce qui se passe là? Et bien sûr, là, il s'est mis à pleurer, demander pardon. Les policiers français viennent eux aussi lui rendre visite. Le commissaire Panazio est frustré. Il n'a pas pu arrêter lui-même l'homme qu'il traquait depuis des semaines. Il vient au Portugal dans l'espoir de décrocher des aveux. On venait de France, exprès pour lui, il y avait ce côté un petit peu star ou starlette. Par contre, quand on allait au fond des choses, il n'y avait aucune fierté. Il y avait une inquiétude, il y avait une angoisse, il y avait des regrets, je dis, pèse mes mots. Des regrets peut-être, mais pas d'aveu. Rezala refuse de reconnaître par écrit qu'il a tué par 3 fois. Mais hors procès-verbal, quand le commissaire l'interroge sur cette nuit du crime dans le Calais-Vintimille, il se livre un peu. Pour Corinne Caillou, elle dit qu'il avait bu, qu'il avait fumé, qu'il était dans un mauvais trip, qu'il était agité, que c'était la nuit, qu'il a eu l'impression qu'elle allait s'en prendre à lui. Alors, il parle de tunnel, de voile rouge, d'avoir l'impression d'avoir été dans un tunnel enfermé, avec le bruit du train, ce genre de choses. C'est pas très très bien verbalisé, c'est difficile à comprendre déjà. Mais simplement qu'il n'était pas tout à fait lui-même et que on n'est pas allé jusqu'au bout là. C'est une frustration aussi. Ces aveux, Rezala va finalement les faire dans la presse. Dans des circonstances incroyables, Rezala va recevoir en prison au Portugal la visite du journaliste du Figaro Magazine, Aziz Zemmouri. Aziz Zemmouri, alors même que les policiers français n'ont pas entendu encore Sid Ahmed Rezala dans sa prison du Portugal, vous parvenez à le rencontrer et à discuter avec lui à plusieurs reprises. Comment est-ce que vous faites ? En fait, c'est un coup de chance, parce que quand j'ai su qu'il était détenu à l'hôpital de la prison à Lisbonne, je suis allé voir un peu où c'était, comment c'était, etc. Et puis, au fur et à mesure, je voyais des gens faire la queue, en fait, dans une file d'attente, donner leurs papiers pour pouvoir rentrer, etc. Puis, donc, je me suis introduit dans cette file d'attente. Et donc, c'est à ce moment-là qu'en 30 secondes, j'ai l'idée de dire au gardien de prison que je suis son beau-frère. Donc, le directeur est allé voir Sid Ahmed Rezala en disant que moi j'étais là, votre beau-frère Aziz Zemmouri est là, etc. Lui évidemment il sait bien que je suis pas son beau-frère, il sait que je suis journaliste parce que en fait ses amis précédemment lui avaient apporté une revue de presse.
Donc il a lu vos papiers. Voilà, exactement. Il a lu l'interview de Nadia. Voilà, exactement. Et c'est ce qui a fait qu'il me connaissait, enfin qu'il connaissait mon nom en tout cas. Et lui, évidemment, avait la curiosité de voir, parce qu'il voulait absolument avoir des nouvelles de Nadia. Et pour lui, j'étais une des dernières personnes éventuellement à avoir eu un contact direct avec elle. Donc il dit banco, laissez-le rentrer, quoi. Voilà, exactement. Et c'est comme ça qu'en fait, je le rencontre. Donc moi, je lui explique. Je lui dis que je suis Aziz Zemouri, je suis journaliste au Figaro Magazine. Est-ce qu'il raconte tout de suite les faits? Ah, pas du tout. Non, c'est venu quand même assez tard. On peut pas. Enfin, c'est un sujet quand même ultra violent, etc. Donc je peux pas non plus le heurter, etc. Parce que moi, je veux absolument qu'il me raconte les faits et comment c'est passé. Donc il y a quand même 4 jours ou 5 jours où je peux tenter une approche pour qu'enfin il me raconte les faits tels qu'ils se sont passés. Même si l'entretien ne s'est pas porté uniquement là-dessus. Hein. Mais après, quand on en vient aux faits, alors là, c'est quand même dur et difficile, quoi, parce que moi c'est difficile d'écouter d'ailleurs. Pour rien vous cacher, je lui demande le moins de détails possible, hein, parce que je veux que ça aille vite, parce que c'est quand même assez insoutenable d'entendre ça. Mais lui-même déjà, quand il le raconte, commence à apparaître une sorte de montée de chaleur, bouffée de, comment dire, il commence à avoir du blanc aux lèvres. C'est quand même dur, quoi. Je veux dire, c'est dur de raconter, c'est dur à entendre en même temps. Mais il ne raconte pas froidement. Non, pas du tout. Non, il est secoué par ce qu'il raconte. Absolument. En fait, d'après ce qu'il me racontait, il dormait pas la nuit, ou pratiquement pas. Il se tapait la tête contre les murs. Il supportait pas du tout l'image, en tout cas les cauchemars qu'il faisait par rapport aux actes qu'il avait commis, quoi. Après, il donne les raisons pour lesquelles, etc. Il commet ses meurtres, mais alors quelles raisons? C'est la rupture en fait avec Nadia et le fait que lui arrive il a mal supporté la rupture. Nadia part avec quelqu'un d'autre et lui, en fait, par exemple, pour le premier meurtre, la fille qu'il tue est déjà avec un garçon. Elle est déjà avec un garçon. Et lui réussit malgré tout à sortir avec, alors elle est déjà avec un garçon. Et lui dit qui revit en fait la situation qu'il a vécue avec Nadia, qu'en fait les filles sont pas fidèles et qu'il suffit d'être un beau parleur pour les embobiner et pour sortir avec et etc. Donc alors je sais pas quelle valeur on peut donner à son argument, mais en tout cas c'est la tentative d'explication ou une des raisons qui me donne pour ça, quoi. Avant de vous quitter, dans les entretiens qu'il a eu avec vous, Sid Ahmed Rezala vous a confié un secret. J'ai envie de dire son secret le plus profond, quelque chose qui avait marqué sa vie. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit et comment il vous le raconte? C'est le viol qu'il a subi à l'âge de 9 ans. Et qu'il à Alger, donc. À Alger, ouais, c'est ça, dans son quartier, par quelqu'un qui était proche de sa famille. Et son problème, en fait, il a subi ça, mais de surcroît, c'est qu'il a pas pu s'en plaindre, en fait. Il y a personne qui voulait l'écouter, personne ne pouvait l'écouter, même s'il soupçonne que des membres de sa famille étaient au courant. Et en fait, il reprochait à certains membres de sa famille d'avoir été au courant et de n'avoir pas agi contre le violeur ou le suspect, etc. Et donc c'est là pour lui, c'est une blessure profonde. Une blessure profonde, absolument. Ouais. Comment réagissez-vous et comment réagissent les parents de Corinne Caillot quand ils ouvrent un jour le Figaro Magazine et qu'ils lisent la confession de Rezala, emprisonné au Portugal, qui a pu rencontrer un journaliste? Bon, d'abord, on ne comprend pas comment un journaliste peut avoir cette confession. Ensuite, il est insupportable de la lire. Je veux dire qu'elle n'est pas encadrée par les précautions judiciaires. Mais ils ont au moins un aveu. Il est journalistique, il est discutable, mais ils ont un aveu. Et ils se sont accrochés à cet aveu journalistique comme à une espèce de bouée de sauvetage, quoi. Dans un article, Rezala a reconnu les faits et a articulé, même si c'était de la mise en scène, j'en sais rien, ou de la dramaturgie, un je ne sais quoi de regret. Et ça a été pour eux une petite consolation en forme de certitude. Les aveux de Sid Ahmed Rezala s'étalent dans la presse. Depuis sa prison, il écrit aussi des lettres pleines de regrets à Nadia, la maman de sa petite fille. Et
puis, le 29 juin 2000... Sid Ahmed Redzala s'est suicidé dans sa prison de Lisbonne au Portugal. Il était soupçonné du meurtre de 3 jeunes femmes, notamment dans les trains de nuit en France. Sid Ahmed Redzala ne sera jamais jugé. Il est mort asphyxié après avoir mis le feu à sa cellule hier soir. La prison centrale de Lisbonne, une cellule comme celle qu'occupait Sid Ahmed Redzala depuis son récent transfert. Redzala a mis le feu à son matelas. Une fumée toxique a envahi sa cellule. Il est mort, asphyxié. Les circonstances du suicide demeurent extrêmement floues. Il aurait appelé au secours, les gardiens regardent un match de football, etc. On ne sait pas trop bien. C'est le soir de la demi-finale de l'Euro de football entre la France et le Portugal. Les gardiens étaient sans doute trop occupés à regarder ce match. Mais Redzala voulait-il mourir ou juste attirer l'attention? Son frère ne croit pas à un geste de désespoir. Moi, personnellement, je l'ai vu, il était bien. Il était bien, moi, il m'a jamais fait comprendre qu'il allait se suicider. Le policier français qui avait assisté à son arrestation, lui, n'est pas surpris. Le passé de Sid Ahmed Redzala comportait déjà des tentatives de suicide. Et parmi les discussions que j'ai eues avec lui à Lisbonne, ça avait été un sujet d'ailleurs parce qu'il portait 2 profondes cicatrices de part et d'autre de la gorge suite à une tentative de suicide, à mon avis, qui n'était pas feinte lors d'une précédente incarcération. Et il m'avait dit que vraisemblablement il n'irait pas vivant jusqu'au procès. Redzala avait épuisé tous les recours judiciaires. Son extradition était maintenant inévitable. Son suicide lui permet d'échapper à la justice. Définitivement. Le personnage Redzala, ça demeure une énigme, on ne l'a pas saisi. Et on ne le saisira jamais, puisque l'affaire Redzala n'a jamais été jugée. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que Redzala a mis fin à ses jours. C'est terriblement frustrant. C'est terriblement décevant. Parce que c'est un type qui avait encore des choses à dire. C'est un type qui avait encore des choses à dire. C'est un type qui méritait qu'on le juge. Ne fût-ce que pour comprendre. Pour comprendre pourquoi. Après la traque, après cette extradition qui ne venait pas, le suicide de Redzala est finalement ressenti par beaucoup comme un soulagement. C'est un soulagement parce que le potentiel de nuisance est stoppé complètement, définitivement. Moi, je crois à la rédemption. Comme personne, comme policier, je connais la récidive. Je ne dis pas qu'il l'aurait fait. Je dis que c'est un soulagement sur cet aspect-là des choses. Il n'y aura plus d'autres victimes de Sid Ahmed Redzala. Le soulagement est là. Le mari de Corinne Caillot, lui non plus, ne regrette pas vraiment le suicide de l'assassin de sa femme. J'aurais voulu qu'il soit jugé, mais bon, d'un côté, je voulais, d'un autre côté, je voulais pas qu'il soit jugé. Je voulais pas assister, je voulais pas en savoir plus. Vivre une audience, une longue audience, plusieurs jours à la cour d'assises, et où Redzala aurait dû préciser ce qu'il avait réellement fait ce jour-là. Je crois pas que ça aurait facilité le deuil de mon client, et bien au contraire, je crois bien au contraire. Lorsque vous apprenez le suicide de Redzala au Portugal, et lorsque les parents de Corinne Caillot l'apprennent, quelle est votre réaction et quelle est leur réaction? Peut-être n'est-elle pas la même d'ailleurs. Est-ce que c'est une déception ou est-ce qu'il y a une part de satisfaction puisque il est mort? Ma réaction quand je l'apprends, il est 6h du matin, je crois, c'est un journaliste qui m'appelle, c'est pour moi une réaction de soulagement. Je me dis, ces gens vont être soulagés. L'instrument humain de leur malheur a disparu. Je les appelle, avant que les journalistes ne les préviennent, pour le leur annoncer. Et je découvre un désespoir immense, une détresse qui n'arrivait même pas à articuler. Je n'entends que des pleurs. Alors après, j'ai bien sûr essayé de comprendre. Bon, j'ai fait ce que je devais faire, je les ai apaisés comme j'ai pu, maladroitement. Bon, je leur ai dit, mais il est mort quand même, il est mort. Donc, quelque part, tout se termine. Non.
Alors j'ai compris pourquoi. Le procès va répondre à la question, mais pourquoi ce type, pourquoi cet homme a tué ma fille, ma femme, mon frère, ma sœur? S'il n'y a pas procès, ce vide nécessaire à combler pour expliquer restera toujours béant comme une tombe à l'intérieur de laquelle il n'y a pas de corps. Et les victimes privées de procès n'arrivent pas à rétablir le sens de la mort de leurs proches. Rezala est mort. Les 3 dossiers se referment donc sur un non-lieu. Même si au fond il n'y a aucun doute sur sa culpabilité dans ces 3 affaires, c'est inscrit noir sur blanc dans l'ordonnance de non-lieu. Le meurtre de Corinne Caillot dans le Calais-Vintimille est bien l'œuvre de Rezala. Les expertises prouvent que sa casquette était maculée du sang de la mère de famille. Pour Émilie Bazin, à Amiens, Rezala est trahi par son ADN. Le sperme retrouvé est bien le sien. Quant à sa présence aux côtés d'Isabelle Pic dans le Paris-Limoges, elle est clairement établie. De toute façon, il a reconnu les 3 crimes dans ses lettres confessions. Avec le suicide de Rezala, le dossier se referme donc sans procès et sans condamnation. Même si, dans cette affaire, il y a finalement eu un procès et un coupable. La famille de Corinne Caillot a en effet obtenu la condamnation de la SNCF pour manquement à ses obligations de sécurité. Condamnation en première instance, confirmée en appel, la justice ayant estimé que le fait pour la SNCF de n'affecter que 2 contrôleurs dans un train de nuit, sur une distance telle que Calais-Vintimille, est une mesure insuffisante. La SNCF doit donc verser plus de 200 000 € à la famille de Corinne Caillot. Depuis d'ailleurs, elle a renforcé ses mesures de sécurité dans les trains de nuit, en particulier pour les femmes voyageant seules.